Dans le prolongement de ce qu'on a vu sur ce qu'est une chose, nous avons vu au préalable que l'étant est considéré comme ce qui est en général et renvoie à une réalité extérieure, mais en tant qu'étant, il est considéré de manière indéterminée, sans l'enrobement sensible dans lequel ce qui est se présente comme étant in re, quoi. Et il se présente donc sans cet enrobement sensible à l'intellect comme ce qui est commun à toute chose, puisque tout est appréhendé comme ce qui est par l'intellect, mais non comme ce qui est effectivement in re, in intellectu. Le concept des temps se présente donc comme étant antérieur. Il précède toute chose et lui-même n'est précédé par rien. On peut dire d'une chose qu'elle est en tant qu'étant, mais nous avons vu que ce qui est en tant qu'étant est considéré comme étant en général, alors que la chose est considéré comme ce qui est déterminé, mais sans pour autant accéder, affirmer qu'elle soit, qu'elle est, on voudra. Donc, il faut retenir que la notion des temps, comme premier intelligé, indépendamment des sens, n'entraîne pas le rejet de l'expérience des réalités sensibles, donnée dans leur être actuel et effectif, comme la chose en soi. Selon Kant, elle est donnée, elle est là. Mais elle n'est pas saisie dans son être effectif. Elle est réduite à ce que l'on peut en connaître. Donc l'être, en tant qu'existant effectivement, est neutralisé, pour ainsi dire. Et on n'est pas, l'être en tant qu'effectif n'est pas considéré en tant qu'effectif. La créature humaine peut, grâce à l'intellect, intelliger que les choses sont en tant qu'étant, puisque l'intellect intellige ce qui est. Il n'est intellect que parce qu'il intellige ce qui est, tout en restant incapable d'expliquer le fait de l'existence réelle des choses. Je cite, tout ce que l'on peut affirmer, je cite ici Anne-Marie Guachon, tout ce que l'on peut affirmer, écrit-elle, c'est que l'idée d'être, l'étant, premier dans l'esprit, concerne l'être des choses rencontrées, demeurant plus générale qu'aucune d'elles. L'intellection de l'étant en tant qu'étant relève donc d'un retour sur soi de l'intellect et demeure indépendante de toute saisie de ce qui est en tant qu'existant in re. Puisque c'est un peu, disons, l'a priori kantien, dans le fond. On se rappelle de l'a priori kantien. C'est-à-dire en tant qu'être, donc je ne le saisis pas en tant qu'être actuel, effectif, qui lui est saisi à partir de l'expérience sensible des réalités qui nous entourent. Mais justement, nous l'avons vu, la sensation ici est coupée de l'intellection. Ce qui importe de retenir ici, c'est que Avicenne souligne le caractère absolument premier de l'étant en général. Il dit « rien n'est plus général que l'étant », de sorte que l'étant peut être attribué à toutes les réalités existantes sans être déterminé par elles. Indéterminé, l'étant en général peut être attribué de différentes façons à tout ce qui est saisi en tant que ce qui est, par l'intellect. Ce qu'il y a dans les réalités existantes, donc in re, dans la réalité, n'est pas de la même façon que ce qui est dans l'esprit, dans l'intellect, in intellectu. Donc ici, nous avons finalement, voyez-vous,
une anticipation un peu de la pensée kantienne. Parce que dans le fond, c'est ça, l'unité du savoir, elle suppose le rapport entre toutes les facultés, les sens, l'imagination, la sensation, l'imagination, l'intellection sont intimement liés dans une métaphysique de l'essai du type, par exemple, de saint Thomas d'Aquin. Alors que pour Kant, et comme déjà ici aussi pour Avicenne, il y a une coupure qui va d'ailleurs se manifester à travers cette distinction réelle entre l'essence et l'être. Ça, on verra, c'est notre thème. Bon, la question se pose dès lors, avec plus d'acuité, de savoir ce qu'est une chose. Comme l'étant, une chose est une intentio, on se souvient, une mana, une intention de l'intellect, mais elle s'en distingue en ceci que l'étant est simplement ce qui est, tandis que la chose est ce qui est quelque chose, aliquide, de définissable, qui est déterminé par conséquent. Une chose, je cite, est ce à quoi il est valide d'attribuer un prédicat. C'est donc une chose est ce qui est définissable. Cette définition exclut l'idée d'une chose qui ne soit pas prédiquée, c'est-à-dire déterminée. La chose n'est donc pas un pur possible indéterminé, mais un possible déterminable et réalisable. Elle est positivement établie, selon une expression technique, qui a un sens technique chez Avicenne, mutbat, précisément, et peut être effectivement réalisée, mais elle possède déjà une réalité par laquelle elle est ce qu'elle est. Car toute chose, je cite, possède une réalité propre qui est sa quiddité. Ici, vous avez déjà, vous voyez, l'essence qui acquiert pour une sorte de réalité en tant qu'essence. Ici, on voit que l'essence a une totale autonomie par rapport à l'être, si vous voulez. Encore des questions à la fin? Oui, comme ça je peux vous... Alors, notons que sa réalité propre, ici, donc, s'identifie à la quiddité, à l'essence, finalement, en tant que l'essence permet de définir ce qu'est une chose. La quidditas est ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Elle est, je cite, ce suivant quoi elle existe. Elle est la réalité propre de la chose, ou son être propre. Les deux expressions sont synonymes. La chose possible est ce qui peut être une chose réalisée, dès lors qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est prédicable et prédiquée. Quand donc j'affirme qu'une chose est, je veux dire qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire déterminée par un prédicat. Je ne dis pas qu'elle est. Vous voyez, on verra selon la distinction sur laquelle on insiste entre ce qui est et l'être de ce qui est, entre l'être et l'essence, finalement. Donc je vais dire, c'est un animal. Cet animal est raisonnable. Cet animal raisonnable est un homme. Cet homme est Socrate. Vous voyez le jeu de la prédication qui aboutit à la réalité concrète. Mais je ne dis pas que Socrate est. Je n'arrive pas à définir encore. Dans chacune de ces affirmations, il n'y a aucun jugement d'existence. Voilà ce que je veux dire. Il s'agit d'un être possible, qu'il soit ou non réalisé. Voilà. Dans le fond, vous voyez, le possible, le réel, ici, c'est le fait qu'une essence, en tant qu'une chose, c'est le fait qu'une chose, en tant qu'elle peut être définie, peut être réalisable. Et d'ailleurs, on va retrouver ça aussi à travers Suarez et jusqu'à Heidegger, que l'existence est ce qui est en tant que possible. Ce qui est possible. Le possible, c'est du réalisable. Okay. Et ça va être important parce que si ce possible va devenir du réalisable, ce possible va devenir une puissance, une force.
une énergie, comme je dis toujours, qui est réalisatrice. Donc dire d'une chose, dire, je cite, une chose possède une réalité propre qui est sa quidité, signifie que cette quidité, la quidité de cette chose, est son co-est, ce par quoi elle est, ce qu'elle est, ce par quoi elle est, ce qu'elle est. Et donc ici, c'est-à-dire que l'essence, c'est ce qui me permet de dire ce qu'une chose est. Et la chose se définit comme ce que je peux définir, au contraire de l'état en général, qui accompagne toutes mes représentations, si on peut dire, si on peut parler de cette façon. L'être. L'être n'est pas l'essence ici. Bon, mais ça, on y reviendra. Donc, elle n'est pas connue comme la cusitas. C'est juste pour prendre en route, on est dans quel paradigme qui parle là? Alors, donc, je continue de réfléchir sur le rapport entre une chose et l'étant en général, en insistant sur la distinction qu'il y a entre l'étant en général, qui n'est pas prédicable, et une chose en tant qu'elle est une chose parce que prédicable. Et de ce point de vue, elle est donc possible. Elle est possible, et en tant que possible, elle devient réalisable. Bon, pour résumer, mais on va y revenir. Donc dire qu'une chose possède une réalité propre qui est sa quiditas, signifie que la quiditas de cette chose est ce par quoi elle est. On résume la chose par son essence, par le fait qu'elle est possible en tant que définissable. L'être possible, c'est ce que va développer Suarez et que va reprendre à sa façon Heidegger, parce que le pouvoir-être, n'est-ce pas, veut dire même un terme technique chez Nicolas de Cuse, qui a écrit tout un dialogue intitulé Le possessed, en inventant ce concept de possessed que Deleuze va utiliser aussi. Le pouvoir-être, le pouvoir comme cette énergie réalisatrice finalement, d'une essence considérée sans l'être et qui par conséquent doit se justifier, et comme on l'a dit, n'est-ce pas, et aboutir à ce qu'est finalement ce que Duns Scott va développer comme ce qui est une individuation. L'ecteitas, la quiditas, c'est l'ecteitas en tant qu'elle est la quiditas de cette chose-ci, quoi. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, ce qui permet d'individuer. On retrouve aussi là le thème donc de notre ami. Donc, la chose est connue parce qu'elle est établie dans l'esprit comme ce qu'elle est. La chose est donc réduite à sa représentation dans l'âme, c'est-à-dire dans l'intellect. On dit l'âme, c'est l'âme intellective. Elle peut être représentée dans l'âme intellective comme une forme renvoyant à quelque chose d'extérieur, mais sans se confondre avec sa chose extérieure, puisque sa chose extérieure demeure extérieure. Elle est distincte de l'essence. Une chose possède donc un être mental dans l'esprit auquel appartient l'acte prédicatif, car on ne peut rien prédiquer, c'est-à-dire affirmer ou nier de ce qui n'est pas, et rien n'est qui ne soit saisi par l'intellect comme ce qui est, comme étant en général. Donc les choses, en vérité, ne sont pas en vertu d'un être actuel, d'un acte d'être, par lequel elles seraient ce qu'elles sont. Laisser l'être n'est pas leur co-être, ce par quoi elles sont. Et vous vous souvenez de cette distinction que faisait Boès, qui sera utilisé par Thomas d'Aquin, entre le quod-est et le co-est, entre ce qui est et ce par quoi ce qui est. C'est-à-dire finalement entre l'essence et l'être. Leur essence donc n'entraîne pas leur existence, parce que leur être actuel réduit à l'existence est étranger à l'essence. C'est vrai, le sens ici de la distinction réelle entre l'essence et l'être, chez Avicenne, peut avoir aussi des conséquences négatives, peuvent être interprétées de manière négative, dans la mesure où l'essence n'est pas l'être et l'être n'est pas l'essence.
comment vont-ils se rejoindre dans les temps concrets? Ça, c'est parce que j'aimerais évidemment poser une voilà, on va le voir, puisque Avicenne, lui, développe toute cette conception. Pourquoi? Parce que, en tant que musulman, il a l'idée de la création et que cet être est l'objet de la création. Okay. Et donc, l'être va s'ajouter à l'essence comme un accident qui s'ajoute de l'extérieur à l'essence, mais en demeurant distinct de l'essence. Donc, il y a une distinction réelle entre l'essence et l'être, en ce sens que, n'est-ce pas, l'être vient s'ajouter de l'extérieur à l'essence. Alors que le grand acquis, l'avancée qu'opérera Thomas d'Aquin, est de dire que justement l'essence et l'être s'unissent, se distinguent, mais se distinguent sans se séparer, hein, et s'unissent sans se confondre, mais sont intrinsèquement constitutifs de l'état concret réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir un état qui se réduirait à son essence ou qui se réduirait à son simple acte d'être. Ouais, ça, c'est très intéressant et très important parce que ici, tout se joue, quoi. Car l'état, alors, a un vrai statut réel et en même temps, il n'est pas jeté dans l'insignifiance de ce qui est sans essence, qui ne peut pas être définissable. C'est bien toute la pensée heideggerienne de ce Dasein, de cet être-là jeté, qui se trouve d'ailleurs, le Wujud dans le langage d'Avicenne, c'est difficile se trouver. Exister, c'est se trouver là. Exister, c'est sortir. C'est se trouver hors de tout, de toute signification, hors de toute essence. Jeté là dans le monde, qui apparaît comme qui se divise, se sépare de tout, ou tout se sépare de tout. Là, c'est vraiment, les conséquences sont très importantes. Donc, l'essence d'une chose n'entraîne pas son existence parce que son être actuel, réduit à l'existence, c'est-à-dire au fait d'être là, est étranger à toute essence, distinct réellement d'une essence. Une chose est nécessairement dans la pensée dès qu'on dit qu'elle est, mais elle est dans la pensée. Quand on dit qu'elle est, on pense qu'elle est ce qu'elle est, de sorte que l'on peut dire d'une chose qu'elle est un étant au sens où elle est tel étant déterminé, aliquid, et non tel autre, aliud quid, un étant dont l'essence est l'humanitas et non l'équinitas. La distinction avicénienne entre l'être et l'essence est donc conceptuelle avant d'être réelle. Si on parle d'une distinction réelle, bon, on se poser la question si elle n'est pas plutôt conceptuelle. Donc l'étant comme intention de l'intellect permet de penser ce qui est en tant qu'il est, indépendamment du recours au sens, sans passer par l'abstraction, à partir du donné sensible. Cette doctrine se distingue donc de celle qui affirme que rien ne se trouve dans l'intellect qui ne soit passé par les sens. Rien ne se trouve dans l'intellect, ajoutera Leibniz, si ce n'est l'intellect lui-même. Avicenne illustre sa pensée au moyen de cette fameuse métaphore ou allégorie de l'homme volant, et que je cite. Si tu imaginais que ta personne a été créée dès le début avec une intelligence et une disposition saine, et qu'on la suppose dans un ensemble de situations et de dispositions telles que ses parties ne soient pas vues et que ses membres ne se touchent pas, mais soient séparés et suspendus un instant dans l'air libre, tu la trouverais négligeant toute chose, hormis la certitude de son être. Bon, la formulation est un peu lourde, peut-être, mais elle exprime bien cette allégorie de l'homme volant que l'âme peut saisir immédiatement, qu'elle peut saisir immédiatement qu'elle est, indépendamment des sens, de son corps. Donc, elle saisit son être en se saisissant elle-même sans passer par les organes des sens. Elle a donc une connaissance réflexive d'elle-même. C'est ce que j'appelais ce retour sur soi de l'intellect. Dans l'intellect, donc l'intentionnalité de l'intellect, ou de la conscience, comme dirait Husserl, n'est-ce pas, tourne l'intellect vers l'extérieur. Mais pourquoi? Parce que l'intellect s'éveille à lui-même comme intellection de ce qui est, mais revient sur lui-même
en retour sur soi, sans atteindre la réalité extérieure de ce qui est. Une question, parce que j'ai gardé. Oui, bien sûr. Juste pour une compréhension, vu que les temps est également intelligé, également intellect dans les sens intérieurs, alors les temps peuvent être compris également comme intellect, même dans les sens extérieurs. Alors, donc on verra ça quand on parlera justement de la succession des intellects chez Avicenne, où on va voir s'apparenter finalement avec le néoplatonisme et avec le nous de Plotin, c'est-à-dire l'esprit, l'intellect, qui se saisit en dehors de l'un. Donc l'intellect est pure intentionnalité, si l'on veut, au sens où il est tourné vers ce qui est au-delà de l'intellect. Mais dans la tradition plotinienne, néoplatonicienne, ce qui est au-delà de l'intellect, c'est l'un qui n'est pas. Là, et donc l'intellect revient sur lui-même pour se saisir comme tout ce qui est. Tout ce qui est pour l'intellect, c'est ce qu'il est, et donc ce qui l'intellige, comme ce qui est. Et lui-même est à ce qui est. Je pense donc je suis, on peut dire que à sa source ici, dans une conception du nous, tournée vers l'au-delà de l'intellect, comme vers l'au-delà de l'être, puisque l'un n'est pas, et que donc l'intellect est comme tourné vers le vide, une intentionnalité qui l'oblige à revenir sur soi. Voilà ce qu'on peut dire en réponse à ta question. Merci beaucoup. On y reviendra. Alors donc cette allégorie de l'homme volant montre que l'âme peut saisir immédiatement qu'elle est. Elle saisit son être en se saisissant elle-même sans passer par les organes des sens. Elle a donc une connaissance réflexive d'elle-même. Elle est tout ce qu'elle intellige. Elle est tout ce qui est. Tout ce qui est en tant qu'intelligé et intelligé par l'intellect qui s'intellige. Ah, on retrouve tiens l'idée aristotélicienne de la pensée qui se pense, de l'intellect qui s'intellige, de la noesis noeseos. Et donc, pour Aristote, en effet, l'acte pur, c'est l'acte d'intelliger. Ce n'est pas encore l'acte pur d'être qui va être développé par Thomas d'Aquin. Et ça, c'est intéressant. On voit qu'ici, il y a une progression difficile, lente, mais sûre, si on veut, vers la découverte d'un acte pur d'être, dont l'essence est d'être. Et qui ne se distingue pas de son essence comme les étangs concrets réels qui sont, eux, constitués d'une essence distincte d'un acte d'être. Seulement, cette distinction réelle entre l'essence et l'être au cœur de l'étang est une distinction extrinsèque, si l'on veut dire, d'un être qui vient s'ajouter de l'extérieur à l'essence pour constituer cet étang concret, alors que dans une conception du type thomasien, l'étang concret est constitué en effet, composé d'une essence et d'un acte d'être, mais indissociablement uni et intrinsèquement constitutif de l'étang concret réel. Alors donc il faut bien comprendre ce que c'est la différence entre l'essence et l'être, justement. Et alors ce qui fait que nous distinguons un être dont l'essence est d'être, si on entend par essence, qu'est-ce qu'on entend par essence d'abord ? L'essence, c'est ce qui permet de définir de manière générale, universelle, ce qu'est une chose. Par exemple, donc, Socrate, Platon, Aristote sont des êtres, des étangs concrets, mais ils ont tous en commun une essence qui est universelle, qui est celle de l'humanitas. Bon, mais Avicenne lui va dire, oui, tout ce que les hommes ont en commun, tout ce que les étangs ont en commun, c'est le fait d'être, c'est que je les appréhende comme ce qui est. J'appréhende tout ce que j'appréhende comme ce qui est. Et Duns Scott va développer une conception univoque de l'être en retenant cette idée que tout ce que j'appréhende, je l'appréhende comme ce qui est, de sorte que l'être a un sens tellement général qu'il ne va plus me permettre de distinguer un étant d'un autre. Et il va donc imposer une vision univoque de l'être tout à fait distincte d'une conception analogique qui fait que je peux parler de manière diverse de différents êtres sans confondre les étangs dans un même être, au sens où, disons, la multiplicité des étangs ne serait pas une division d'un être,
Car déjà, Aristote avait bien avancé qu'une substance ne peut pas se composer de substance. Un étang n'est pas composé d'étang. Et c'est pourquoi le grand problème, c'est de savoir dans quelle mesure un étang étant composé d'une essence et d'un acte d'être, ne peut pas être composé de deux êtres. Donc l'essence n'est pas, et n'est pas l'être. Et l'être n'est pas l'essence. Mais en même temps, on ne peut pas dire que l'essence qui n'est pas constitue l'étang à elle seule. Puisque justement, l'essence n'est là que pour me permettre de dire ce qu'un étang est, mais ne me permet pas de dire que cet étang est réellement. Il me dit ce qui est. L'essence me dit ce qu'est une chose, me permet de définir ce qu'est une chose grâce au fait qu'une chose se définit comme étant prédicable, prédiquée. Donc ici, nous avons une question intéressante, à savoir que il n'y a pas d'étang sans essence, ou qui serait un étang réel qui se réduit à son essence, à ce qu'il est, qu'on peut définir, comme le phénix fameux, qu'on peut définir, qui n'existe pas. Mais on ne peut pas non plus concevoir dans un étang réel, concret, un étang qui se réduit à son essence, sans un acte d'être qui fait qu'il, non seulement qu'il est ce qu'il est, mais qu'il soit réellement. C'est en vertu de son acte d'être qu'il est, et en vertu de son essence qu'il est ce qu'il est. Mais ce que chaque étang est n'est pas son être. Chaque étang n'est pas son être. Parce que s'il était un être qui se réduirait à son pur acte d'être, dont l'essence serait d'être, serait Dieu, au sens de l'acte pur d'être. Puisque ce qui distingue l'acte pur d'être des étangs multiples, c'est que cet acte est unique, simple. Justement, il n'est pas divisé. Il ne se divise pas en un être et en une essence. Il ne se compose pas. L'essence ne le compose pas. Elle ne s'ajoute pas à lui. Lui-même ne s'ajoute pas à l'essence. Il est ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est d'être. L'acte pur d'être. Et bon, ça, c'est une grande avancée aussi à laquelle a contribué Avicenne, en distinguant, comme on le verra, l'être nécessaire de l'être contingent. La même chose, voilà. On va venir sur l'acte pur. Voilà, c'est-à-dire que donc on part de cette idée déjà que l'intellect intellige ce qui est. Intellige, ce que l'intellect intellige, c'est toujours ce qu'il peut dire que cela est en tant qu'intelligible, en tant qu'intelligé et intelligible, au sens où c'est lui qui rend, tout se réduit à ce que l'intellect intellige, quoi. Voilà. Et donc tout renvoie, l'intellect ne renvoie qu'à lui-même. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que l'intellect ne saisit jamais ce qui est en dehors de l'intellect. Tout est intellect, pour ainsi dire. Et c'est bien ce que un maître Eckhart dira plus tard. Tout est intellect. Dieu est intellect. Mais en même temps, cet intellect, dans le cadre d'une métaphysique de l'un, suppose qu'il y a un au-delà de l'intellect, donc un au-delà de Dieu, Dieu au-delà de Dieu. Pour Eckhart, c'est la déitas, c'est-à-dire l'unité pure et nue, au-delà de l'intellect, puisque l'intellect ne peut jamais, puisque l'unité pure et nue ne peut jamais s'intelliger, car si elle s'intelligeait, cette unité qui est la pure simplicité deviendrait complexité, si l'on veut. C'est-à-dire, elle perdrait sa simplicité. Donc l'un doit être au-delà de l'intellect. La déitas doit être au-delà de Dieu. Les conséquences sont énormes, parce que en théologie, on va conclure, certains concluront à la kénosis, à la kénose du Christ dans la Trinité, quoi. Non, la Trinité elle-même est clatrée en trois étapes historiques, qui seraient, comme dira Joachim de Fior, le temps du Père, le temps du Fils, le temps du Saint-Esprit, quoi. Il y a une désarticulation de l'unité, une historisation, vous voyez, de la divinité, si on veut, puisque tout est, et tout est, et devient une sorte de dynamique pure, d'énergie anonyme qui se diffuse, qui flue sans cesse, et qui n'est que pure histoire, finalement, une histoire qui serait une histoire d'un retour sur soi pour Hegel, quoi, mais une histoire qui serait une perte à partir de Heidegger, si l'on veut, dans
dans la division, dans la complexification, dans le fait qu'aucune unité, aucune identité n'est plus possible à partir d'un différé où tout diffère depuis toujours, puisque dès le départ, il n'y a pas d'unité, puisqu'il y a une diffusion comme pure énergie, énergie en pure perte qui se diffuse, mais dans tous les sens, comme le rhizome, comme le rhizome, n'est-ce pas, qui n'a pas de racines pour s'enfoncer dans la terre et qui ne se développe pas en s'élevant vers le ciel, mais qui se répand à la surface. De manière immanente, où il n'y a plus donc donc il est nous sommes dans une sorte de flux permanent, sur un plan où tout se diffuse, sans commencement ni fin à la limite, et dans l'instant peut-être aussi, qui n'est qu'un abîme qui s'ouvre sans succession, quoi, puisque le temps du plâme n'est plus ce qui se définit comme ce qui mesure le mouvement selon l'avant et l'après, mais qui se réduit à un instant, qui est comme une sorte d'ouverture, un abîme qui s'ouvre dans lequel tout s'engouffre, et qui fait que le Dasein est un être pour la mort en ce sens, où la mort n'a pas de sens biologique, mais un sens d'effacement de soi dans cette diffusion, n'est-ce pas, sans commencement ni fin dans le fond. Vraiment, tout ça est assez tragique aussi. C'est effrayant. C'est un nihilisme actif. C'est un nihilisme actif, comme je l'appelle, d'une énergie aveugle qui se répand, sans aucune racine, sans aucune élévation possible, quoi. Tout cela vient du fait qu'on a oublié ce qu'est l'acte d'être d'un étant concret associé à une essence qui le définit comme ce qu'il est, et qui permet donc de donner à cet étant concret réel un sens, et en même temps qui permet de fonder cet étant sur un acte d'être indivisible, puisque l'être ne peut pas se diviser, il se diviserait en être et en non-être. Et cet acte d'être est vraiment un fond, et non pas un fond sans fond, c'est-à-dire un Abgrund, un abîme dans lequel le Dasein, en se présentant, s'absente aussitôt qu'il se présente. L'être là, n'est-ce pas, s'évanouit en apparaissant. Et donc tout ça, c'est très logique aussi. C'est pourquoi la philosophie de Deleuze est une philosophie de la multiplicité au sens d'une division qui fait que cette multiplicité n'est qu'un chaos, inintelligible à la limite, ou disons évidemment, puisque aucun rassemblement n'est possible de ceux qui se divisent et de ceux qui se dispersent. Ou disons, tout se réduit à cette énergie si on veut unifier cette multiplicité. Donc cette multiplicité serait cette diffusion, ce flux qui se répand à la surface de tout ce qui est sans aucun enracinement, c'est dans l'être. Bon, tout ça, vous savez, se trouve déjà dans le prolongement de cette pensée médiévale. Et ceux qui iront très loin, celui qui a peut-être été très loin, peut-être le plus loin en ce sens, c'est Maître Eckhart. Maître Eckhart est celui qui a été avec profondeur d'une logique impitoyable concernant justement ce nihilisme actif qui pour lui prend la forme de l'Abgescheidenheit, c'est-à-dire d'un détachement, qui consiste à s'indéterminer, c'est-à-dire à supprimer toute forme de détermination, ce qui correspond au rejet d'une essence qui me fixerait dans une définition où je serais ce que je suis et où justement je dois me dépasser et en me dépassant me détruire, quoi, dans le fond. C'est ce que j'appelle un nihilisme actif, en effet, proie de cette énergie aveugle qui justement n'est pas retenue dans les liens de la nécessité, comme dit Parménide dans son poème. L'être qui est retenu dans les liens de la nécessité. Il est nécessaire pour l'être d'être ce qu'il est, sans cesser d'être. Et c'est là où on retrouve la notion de décaisser. C'est d'être nécessaire chez Avicenne aussi. Et Avicenne, ne l'oublions pas, c'est un aristotélicien, mais
je dirais, un aristotélicien qui a mal tourné, n'est-ce pas, en prenant un tour, parce que son aristotélisme prend un tour néoplatonique, néoplatonicien, puis comme vous le savez, on l'a dit, il a lu Aristote avec les yeux de Plotin en lisant la théologie d'Aristote, croyant qu'il lisait Aristote, alors que c'était une œuvre composée des Énéades de Plotin, entre autres. Vous voyez, tout cela se tient et c'est intéressant. Oui, ça se voit dans sa pensée par rapport à Averroès. Donc Averroès, lui, va revenir à Aristote, mais aussi, lui, va développer une conception de l'intellect, encore une fois, unique. Ouais, c'est intéressant de voir que l'intellect est toujours le fruit de ce qui apparaît comme étant l'illustration d'une énergie unifiante, unique, et qui pose le problème qui a été soulevé et qui a soulevé Thomas d'Aquin contre Averroès, quand il a dit que, évidemment, cet intellect unique remet en question l'immortalité personnelle de l'âme de chacun, quoi. Donc tout le monde pense avec un même intellect. Qui pense alors? Qui pense? Tiens, aujourd'hui on retrouve ça avec l'intelligence artificielle. Non, on pourrait faire un lien là-dessus, quoi. Enfin bref, vous voyez que tout ça est intéressant. Il faut bien l'assimiler, quoi, bien comprendre ce rapport aussi donc d'Averroès à Avicenne. On y reviendra une autre fois. Mais là, c'est le concept d'intellect, quoi, qui fait question, et cet intellect par rapport à l'être, hein, puisque l'intellect s'éveille à lui-même au contact du réel, qui saisit comme ce qui est, mais attention, sans retour sur soi, au sens où, disons, l'intellect se retrouve seul, puisqu'il n'appréhende rien en dehors de lui-même, puisqu'il n'y a rien en dehors de lui-même que l'un sans l'être. Et donc dans une conception où l'être comme acte pur d'être, dont l'essence est d'être, hein, il n'y a pas de division, de séparation au cœur de l'être, puisque l'être n'a pas, comme l'un, besoin de s'affirmer pour être. L'un, sa tentation, sa faiblesse, c'est de dire « je suis ». Mais aussitôt que l'un dit « je suis », il a cessé d'être un. C'est tout le sens de la première hypothèse du Parménide de Platon. Donc le danger pour l'un, c'est de s'affirmer. Toute affirmation est une négation pour lui. Toute détermination est une négation. Alors que pour l'être, rien ne s'ajoute à lui quand il dit « je suis ». Et l'acte pur d'être permet, on arrive à cet acte pur d'être à partir de la considération des étangs sensibles dont j'accepte déjà la réalité extérieure et à partir de laquelle mon intellect s'élève, non pas en se retirant sur lui-même, car en lui-même l'intellect n'a rien, l'intellect est vide. L'intellect donc ne vit que de l'abstraction de ce qui, saisi par les sens, contribue à la connaissance. Ce qui suppose donc une conception illémorphique, c'est-à-dire une conception selon laquelle matière et forme, corps et âme, sens et esprit sont intimement unis, tout en étant distincts. Ils s'unissent sans confusion, ils se distinguent sans séparation. Il y a une véritable composition qui fait qu'il n'y a pas, à vrai dire, de distinction réelle, et c'est pourquoi il vaut mieux parler, quand on parle de la distinction entre l'essence et l'être au cœur de l'étang, de composition d'essence et d'être, plutôt que de distinction réelle. Parce que si je parle de distinction réelle absolument, je dois dire que l'essence n'est pas l'être, l'être n'est pas l'essence, et donc je dois dire que l'essence n'est pas. Et je ne peux pas donc dire que l'étang se réduit à l'essence. Parce que je dirais que l'étang n'est pas, quoi. Voyez, de même que je ne peux pas réduire l'étang à son acte d'être, sinon je dirais que cet étang est certainement, mais il est insignifiant, il n'a aucun sens, il est indéfinissable, il est jeté dans un monde insignifiant. Voyez. Donc voilà. Alors, comme vous le voyez, donc, cette allégorie de l'homme volant nous conduit assez loin aussi dans la pensée d'Avicenne et dans ses prolongements. Et on peut penser ici à Descartes.
pendant cette nuance, c'est que la connaissance réflexive de l'intellect est moins tournée vers l'âme comme sa source à laquelle peut se réduire que vers l'être de l'âme en tant qu'âme. Donc, comme vous le voyez, donc, tout cela permet de comprendre la doctrine avicénienne de la distinction entre l'essence et l'être comme accident de l'essence. C'est-à-dire que l'être a une réalité extramentale, si on veut, c'est une existence qui se trouve en dehors de l'intellect, et cet être est un accident au sens non pas catégorial d'Aristote, comme un mode d'être, mais comme ce qui surgit, Accidit, c'est ce qui arrive, ce qui surgit. Et donc, l'être ici est un accident en ce sens. Il n'a pas le sens aristotélicien des catégories, telles la quantité ou la qualité, etc., mais au sens de ce qui surgit du dehors, au dehors, au sens de ce qui arrive à l'extérieur, en un mot de ce qui existe, venant d'ailleurs. La distinction ici entre l'être et l'essence exclut leur union intime dans les temps créés réels, individuels, dès lors que laisser l'être n'est pas le co-est, le ce par quoi l'étant est. L'étant ici se réduirait donc uniquement à son essence. Et donc ça c'est assez consistant comme logique. Bon, mais je crois que si on a bien compris tout cela, on peut comprendre toute l'histoire de la pensée, et puis surtout on peut faire beaucoup d'analyse de texte, de comparaison des pensées à la lumière de cette distinction entre l'essence et l'être. Pourquoi? Parce que dans le fond, toute l'histoire de la pensée consiste dans la recherche de ce qui est le fondement de l'intelligibilité, c'est-à-dire de ce qui unit un sujet et un prédicat. Tout simple. Voilà, donc une chose justement n'est une chose que parce que je peux dire que c'est une chose, parce que je peux la prédiquer. Je peux dire, en la prédiquant, je peux savoir à quelle essence elle appartient, l'humanitas, l'equinitas, bref, je peux distinguer une chose d'une autre, alors que l'étant, je ne peux pas distinguer. En tant qu'étant, je ne peux pas distinguer une chose en fonction de ce qu'elle est, de l'être, puisque l'être est trop général, à un sens univoque. Donc ce n'est pas l'être qui va me permettre de distinguer un étant d'un autre. Et donc c'est ce qui me permet de distinguer un essence d'un autre, c'est la prédication, dire ce qu'il est. Et alors qu'est-ce qui va me permettre de distinguer un étant d'un autre, une chose d'une autre, précisément, c'est la détermination. C'est ce qui la détermine. Et c'est pourquoi on arrivera jusqu'à l'excheitas, comme ce qui est individu, parce que le problème, finalement, c'est le problème de l'individuation d'une chose, d'une réalité, de l'identité de ce qui est en tant qu'il est réellement, et qui fait qu'en même temps, tout n'est pas identique à tout. Comment se fait-il que tous les étangs sont, mais en même temps, tous les étangs ne sont pas les mêmes, parce que les étangs ne sont pas une division d'un seul être, une multiplicité qui serait une division. Non, c'est une richesse du fait que le fait d'être est une richesse, alors que l'unité pure et nue est une pauvreté absolue. C'est l'unité absolue, puisque l'on ne peut rien dire de l'un, on ne peut rien déterminer, on ne peut pas déterminer l'un. Alors que de l'être, on peut dire qu'il est toute la richesse de l'être, d'un être parfait, au sens où la perfection, et ce à quoi on ne peut rien ajouter, puisqu'il est tout l'être, mais il n'est pas tous les êtres. Pas tous les êtres. C'est pourquoi le problème se résout ici, c'est le problème de l'un et du multiple. Le problème métaphysique par excellence, c'est le problème de l'un et du multiple. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Et donc, c'est ce que je vous disais. Donc, alors, l'histoire de la pensée doit s'éclairer à la lumière de ce rapport de ce qui est à l'essence et à l'être, de ce rapport entre l'être et l'essence, de ce que l'on comprend par ce qui est. Et donc, on a vu comment l'histoire de la pensée naît avec déjà
les physiciens, les physiologues, comme ils appellent Aristote, les présocratiques, à la recherche de l'unité. Hein. Donc ils vont chercher la source de cette unité dans les éléments, l'eau, la terre, le feu, etc. Et donc Platon va donc développer l'idée que la réalité se réduit non pas à la matière, mais non pas au sensible, mais à intelligible. Enfin bon, toute cette histoire que l'on connaît maintenant, hein, l'essence comme intelligible. Mais en même temps, cette essence comme étant toute la réalité, l'essence, l'idée, donc c'est l'essence comme toute la réalité, si on veut, l'universel, le paradigme. La réalité est universelle, c'est l'essence. Hein. Cette essence va se retrouver dans le cerveau, dans l'intellect de Duns Scott. Hein. Il va dire que les concepts, l'universalité, c'est une production de l'entendement. Hein. Donc, donc, qu'est-ce qui fait à partir de cette universalité du concept l'identité réelle d'un étant concret, hein, si ce n'est pas l'être, hein, c'est l'exeitas, c'est ce qui va permettre d'individuer la réalité, et donc cette individuation ne lui vient pas uniquement de la matière, mais des formes elles-mêmes. Bon, tout ça, ça se complique, je vous l'ai déjà dit, on l'a vu ailleurs, mais on le reverra bon, pour vous expliquer. De telle manière que l'exeitas, l'individuation, c'est l'œuvre de la forme, uniquement. Simondon, ouais, c'est ça aussi. C'est l'œuvre de la forme uniquement. C'est pas l'œuvre de la matière et de la forme, puisque la matière elle-même se réduit à une forme, qui est la forme de la matière. Donc la matière n'est pas considérée elle-même comme sans forme, comme la matière première d'Aristote. La matière est une forme. Et donc c'est pourquoi la réalité est constituée de formes. Une forme qui est la matière, et puis les formes, les autres formes. Hein, et donc, qu'est-ce qui va individuer un étant si ce n'est pas la matière qui, dans la conception aristotélicienne, est ce qui individue un étant? Parce que la matière, c'est ce qui introduit la dimension, le poids, la mesure, tout ce qu'on voudra, qui fait qu'on a un individu, t'as l'individu. Ben non, ce ne sera pas la matière, ce sera une forme. Et cette ultime forme, c'est l'exeitas. Mais on sera arrivé à cela sans passer par la matière d'une part, et sans passer surtout par l'être d'une chose. Puisque l'être n'étant pas ce qui me permet de distinguer un étant d'une autre, étant donné qu'il a un sens univoque, tout est. Donc, ce qui me permettra de distinguer un individu d'un autre, c'est l'éloignement de cet individu par rapport à l'infini. Car un individu est fini dès lors qu'il est déterminé. Et Duns Scott va introduire une différence entre l'infini et le fini. Ce qui va permettre de distinguer un étant d'un autre, ce n'est pas l'être, mais c'est justement cette détermination qui fait qu'on est de plus ou moins déterminé, c'est-à-dire plus ou moins éloigné de l'indétermination pure de l'infini, qui fait que les choses s'éloignent les unes des autres en vertu de leur éloignement par rapport à l'infini, où tout est infini dans l'infini. Et donc on s'achèvera dans l'infini, dans l'anonymat, dans le magma, si on veut, dans l'indétermination pure et nue de l'unité, quoi. Dans le fond, l'infini, c'est ça, c'est l'indétermination pure et nue, qu'on trouve déjà dans la peiron d'Anaximandre. C'est pourquoi il y a une continuité dans tout cela. Et donc tout est en tout, tout est infini dans l'infini, tout est un dans l'un, et tout s'achève dans le rien, le néant. Et donc... donc, justement, alors cet éloignement, qui est, pourrait-on dire, statique encore, car conçu de manière trop conceptuelle, car envisagé de manière trop conceptuelle, si l'on veut, encore, chez Duns Scott, va devenir avec un Deleuze une énergie, une vitesse. C'est la vitesse à laquelle les êtres, les étangs, ce qui advient, parce qu'il n'y a plus d'être, on ne peut pas parler d'être, ce qui surgit en s'éloignant de tout, à une vitesse qui fait que tout ce qui apparaît, tout ce qui advient, tout est événement, surgit avec plus ou moins de vitesse, qui explique la différence entre les êtres.
entre tout ce qui surgit, entre tout ce qui explique la multiplicité, quoi. La multiplicité, c'est cette diffusion, cette division, finalement, sans remède, sans unité, quoi. Si l'on veut, le fruit de cette division est plutôt le rejet de toute forme d'identité et d'unité, de sorte que l'unité elle-même fonctionne comme une force expulsive de tout ce qui viendrait s'ajouter à elle et mettre un terme à son unité pure et nue. Donc l'Inde se transforme en cette force, cette énergie aveugle, ce rejet, cette expulsion de tout ce qui pourrait s'ajouter à l'unité pure et nue. Mais comme on rejette toute forme d'unité, toute forme d'univocité, puisque ça ne sert à rien, on reste uniquement dans le différé. C'est ça la conception post-heideggerienne de la pensée des déconstructeurs, si on veut les appeler comme ça, puisque tout se défait en se faisant ou se fait en se défaisant, tout surgit en disparaissant. Et tout cela répond à la logique de cette force expulsive qui fait que tout est soumis à cette énergie qui rejette loin de soi tout ce qui pourrait s'identifier, se rassembler dans une définition, dans une essence. Et donc, finalement, dans l'oubli de l'être dont l'essence est d'être. On pourrait parler de cette façon.